Les cartes sont vraiment géniales. Elles peuvent être intéressantes par leur apparence, par les méthodes qu'elles utilisent ou par les données qu'elles représentent, ou même pour les trois raisons à la fois. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous quelques cartes intéressantes et historiques que j'ai trouvées en ligne. Allons-y tout de suite, en commençant comme d'habitude par celle de la miniature. Si vous la regardez sans aucun contexte, elle a vraiment l'air étrange. Vous pouvez voir les États-Unis, du moins les 48 États continentaux, mais ils n'ont pas les bonnes formes, ni les bonnes tailles. C'est parce que cette carte représente la puissance en chevaux-vapeur de l'Amérique en l'an 1900. 33. Par Chevaux-vapeur. Je suis presque sûr qu'il voulait en dire la puissance industrielle ou la production que chaque État avait. Donc, les États, avec une plus grande capacité industrielle, sont représentés par une plus grande surface. Et c'est très intéressant, parce qu'on peut identifier certaines tendances régionales. Le Nord était, du moins à l'époque, clairement plus industrialisé, surtout dans le Nord-Est. La Pennsylvanie semble être la plus grande, suivie de New York, de l'Ohio et de l'Illinois, avec le New Jersey, le Massachusetts, l'Indiana, le Michigan et la Californie qui suivent. Alors que d'autres États, peut-être encore davantage axés sur l'agriculture à l'époque, obtiennent des résultats très faibles dans l'industrie, comme les Carolines, la Floride, l'Arkansas, le Colorado ou l'Arizona. De nos jours, la carte serait certainement très différente, surtout parce que l'industrie n'est plus aussi importante qu'autrefois, ou plutôt parce qu'un tout nouveau secteur d'activité a émergé. Les services, dont beaucoup sont fournis via Internet. En parlant d'Internet, regardons cette deuxième carte qui nous montre l'Europe, avec la vitesse moyenne d'Internet par pays en 2020. Selon cette carte, 2 pays ont la connexion Internet la plus rapide d'Europe, la Suisse et la Roumanie. Suivent en vert le Portugal, l'Espagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Scandinavie, la Lettonie, la Lituanie et la majorité des micro-États. Le Vatican est cependant en blanc, donc nous ne savons pas à quelle vitesse le pape accède à Internet. La Finlande m'a surpris parce que je pensais qu'ils avaient vraiment un très bon Internet pour une raison quelconque. Et c'est triste que l'Estonie soit derrière ses frères baltes, se retrouvant dans la catégorie jaune, bien que la majorité de l'Europe soit en jaune. En rouge et orange, ce sont les pays avec l'Internet le moins rapide. Tous sont dans les Balkans, comme la Croatie, la Bosnie et la Grèce, ainsi que Chypre et la Turquie. La Turquie, Chypre, la Macédoine du Nord et l'Albanie obtiennent apparemment les pires résultats. Et il y a une grande différence quand on compare les plus lents ou plus rapides. Je veux dire, avec 152 mégabits par seconde, les Suisses et les Roumains ont environ 5 fois la vitesse Internet des Turcs ou des Grecs. Les cartes européennes sont intéressantes à regarder parce qu'elles permettent de traduire de très grandes différences régionales. Tout comme nous l'avons vu ici avec la vitesse d'Internet dans les Balkans qui est en moyenne un peu plus lente, on peut regarder cette autre carte et identifier la péninsule ibérique et la Baltique comme ayant beaucoup moins de chemin de fer. Voici une carte du réseau ferroviaire de l'Europe en 2019. On peut voir des réseaux et des nœuds ferroviaires incroyables en Europe centrale, surtout en France, dans le Benelux, en Suisse, en Allemagne et dans le nord de l'Italie, avec la Hongrie et l'Autriche qui s'en sortent aussi très bien, ainsi que la Tchéquie et la Slovaquie. La Scandinavie s'en sort plutôt bien, et le Royaume-Uni aussi, même si la plupart des réseaux semblent concentrés en Angleterre, tandis que d'autres régions sont à la traîne. L'Irlande a très peu, voire pas de voie ferrée. La Norvège non plus en fait, maintenant que j'y pense. Et la péninsule ibérique est aussi en retard, surtout comparée à l'Europe centrale. Revenons dans le passé, puisque les 2 dernières cartes étaient modernes avec des données récentes. Voici une carte des années 1960, qui cherchait à prédire à quoi ressemblerait l'Afrique au XXIe siècle. C'est intéressant car elle supposait des choses qui ne se sont pas produites au final. Premièrement, elle supposait que le Portugal et l'Espagne auraient encore des colonies, puisqu'ils mettaient tellement de temps à suivre l'exemple des autres puissances européennes et à décoloniser. Mais elle organisait aussi le reste du territoire africain différemment. Le Maghreb est assez précis, mais la personne qui a fait la carte a conceptualisé l'idée d'États-Unis d'Afrique, comprenant tous ces pays, peut-être une sorte d'État fédéralisé. Elle n'a pas non plus pris en compte l'existence de l'Eswatini, du Lesotho ou de la Namibie, attribuant tout ce territoire à l'Afrique du Sud. Elle considérait Madagascar comme étant appelé malgache, et n'imaginait pas non plus l'Érythrée et le Somaliland comme étant indépendants. Ces pays en rouge feraient également partie du Commonwealth, en tant que membres à part entière du gouvernement, ce qui n'est pas très éloigné de la réalité. Non pas que ce soit le cas pour tous ces pays spécifiques, mais le Commonwealth existe bel et bien,
et il compte des membres à part entière dans le monde entier, dans les anciennes colonies britanniques. En parlant de colonies, la carte montre l'exemple d'une colonie portugaise. Le Sri Lanka était une colonie britannique avant son indépendance. Avant cela, il appartenait aux Néerlandais, mais les premiers Européens à arriver et à établir une colonie là-bas furent les Portugais. Voici une carte de l'île de Ceylan, représentant la plus grande étendue de la domination portugaise de 1597 à 1658. Ils ont pu gouverner une grande partie de l'île depuis leur capitale coloniale de Colombo. Nous pouvons voir leur zone de contrôle et d'influence en rouge. Il est important de parler aussi d'influence, car une grande partie de l'île, surtout au nord, n'était pas réellement sous domination portugaise directe, mais plutôt sous le contrôle de chefs locaux, qui acceptèrent d'être vassaux des Portugais. Il semble que Colombo était la seule ville fortifiée, tandis que les autres, les grands et petits points rouges, n'étaient que des forts. Nous devons aussi noter que le plus grand royaume local. Le royaume de Kandy ne contrôlait pas non plus entièrement le reste de l'île, et à l'est, il y avait également des états vassaux, qui lui étaient soumis. Bien que, apparemment, les Portugais aient pu faire 2 incursions et gouverner un peu de territoire à l'est grâce à ces 2 forts. Le colonialisme portugais est intéressant car, du moins à ses débuts, il fonctionnait principalement sur la base de feitoria, de petites à moyennes forteresses servant à la fois de postes militaires et commerciaux. Leur domination et leur influence dans ces régions venaient de là, et c'est aussi là qu'ils commerçèrent et entreposaient leurs marchandises. Et malgré leur petite taille, elles étaient parfois de véritables petites villes à l'intérieur. Sur cette carte, nous pouvons en voir une et une sorte de plan. Dans le texte, nous pouvons identifier certains des bâtiments. Ils avaient un palais du gouvernement, une église, des ponts, des zones dédiées à la religion et aux prêtres, des bâtiments pour l'armée, une carrière et des murs et défenses, ainsi que des espaces de stockage, un accès aux navires et des quais. Il semble donc qu'elle était aussi entourée de terres agricoles. Passons maintenant aux États-Unis pour la prochaine carte. Voici une carte de l'histoire des Amérindiens. Maintenant, il y a beaucoup de détails dans le texte, mais la plupart sont de toute façon trop petits pour être lus. Alors, concentrons-nous sur la carte elle-même. On peut voir une représentation des États-Unis continentaux. En rouge, ce sont les réserves indiennes qui existaient en 1990. Il y en a beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais honnêtement, surtout en Arizona. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a pratiquement, voire aucune réserve dans la partie est du pays, alors que l'ouest en a encore conservé quelques-unes. J'imagine que c'est parce que les Européens sont arrivés par l'est. En haut, on voit une évolution territoriale de la domination amérindienne sur la terre. Ils régnaient sur tout le territoire, bien que par différentes bandes tribus, jusqu'à l'arrivée des Européens, qui les ont attaqués et ont conquis leurs terres. En 1790, ils durent à se replier à l'intérieur des terres, abandonnant le nord-est. En 1830, toute la partie orientale du pays ainsi que la côte avait été prise, et je pense que cela justifie l'absence actuelle de réserves indiennes dans ces régions, car ils ont été forcés de les quitter il y a si longtemps. En 1890, nous avions à peu près le même scénario que celui représenté sur la carte de 1990, avec seulement de petites réserves qui sont devenues encore plus petites au cours des 100 années suivantes. La carte indique l'année 2090 comme date pour l'Akautu, car cela pourrait signifier une disparition totale des réserves autochtones. En parlant des Européens arrivant en Amérique, et s'ils n'étaient alors jamais venus, c'est une carte inventée, mais je l'ai trouvée intéressante. Elle avance l'idée inventée que l'Amérique, à la fois du Nord et du Sud, n'existe pas en tant que continent, et montre à quoi aurait ressemblé le colonialisme européen au départ, si cela n'avait pas été le cas. Elle inclut quand même les Caraïbes, pour une raison quelconque. Dans ce scénario, l'empire colonial français, mais surtout britannique, risquerait de ne pas exister, car ils ont commencé l'exploration maritime et la colonisation assez tard par rapport aux premiers pays européens à le faire, le Portugal et l'Espagne. Au lieu d'arriver en Amérique, les 2 royaumes ibériques seraient arrivés en Asie de l'Est. Ils se seraient peut-être installés dans les Caraïbes, qui dans ce scénario se trouvaient au sud, au large du Japon, pour une raison quelconque, et auraient un peu utilisé cela comme point de départ pour leur colonisation de l'Océanie, avec le Portugal colonisant la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le nord de l'Australie sous le nom de Nouvelle-Algarve, les îles Salomon étant appelées les Açores du Sud, et l'Espagne prenant le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans ce scénario, les Néerlandais auraient également réussi à coloniser une partie de l'Australie, comme certains soutiennent qu'ils l'ont peut-être réellement découverte, tandis que les Britanniques coloniseraient une partie de la Sibérie et quelques îles du Pacifique.
Les Français ne prendraient qu'une partie de la Malaisie et leur territoire caribéen. Une autre carte qui met bien en évidence les différences européennes est celle-ci, où l'on peut voir le pourcentage d'énergie utilisée par chaque pays, provenant de leur propre production d'énergie éolienne et solaire. Les 5 premiers pays sont le Danemark, le seul qui a réussi à couvrir plus de la moitié de sa consommation d'énergie avec de l'énergie propre, puis l'Irlande, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne, tandis que les autres sont largement à la traîne. Le Royaume-Uni et la Grèce atteignent près de 25% de performance. La Lituanie est indiquée à 39% sur la carte, mais n'apparaît pas dans le top 5. Je ne sais pas si l'erreur vient de la valeur, ou du fait qu'elle ne figure pas dans le top 5, alors que les autres s'en sortent plutôt mal. La Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Norvège et la Suisse n'atteignent même pas 5%, et beaucoup de pays des Balkans semblent en fait avoir 0% d'énergie solaire ou éolienne. La France m'a vraiment surpris négativement, avec seulement 8%. Et enfin cette carte de la ville de Venise, qui n'a d'autre but que de montrer à quel point elle me fascine. Que toute la ville existe simplement sur une île, et que ses bâtiments et infrastructures vont jusqu'à son extrême limite. De plus, elle ressemble à Patrick de Bob l'éponge. Voilà donc quelques cartes intéressantes et historiques que j'ai trouvées et que je voulais partager avec vous. Si vous voulez plus de vidéos sur les cartes, dites-le dans les commentaires et abonnez-vous pour les prochaines. Merci d'avoir regardé, à la prochaine pour plus de culture générale.